Prendre la parole devant des êtres humains, c'est toujours un privilège. Et pour moi, c'est ce qui s'approche d'un truc un peu sacré, mais c'est juste mon point de vue. Par contre, il peut y avoir du brouhaha, et ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit comme à l'église, Moi, je vais juste parler à la première personne, et je vais donner mon point de vue et vous raconter les choses de mon point de vue, pas pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais pour simplement partager ce que j'ai pu vivre et savoir. Et ensuite, évidemment, on dialogue. Donc, nous sommes dans un cadre démocratique entre citoyens du monde. Personnellement, je suis un anthropologue de formation universitaire. Je souscris également au point de vue occidental. Il y a un peu les larcins. Voilà, mais c'est même pas un débat. On essaie de convaincre personne. On met un sujet sur la table. Moi, je le trouve intéressant. Je vous raconte mon point de vue pendant environ 1 heure. Et puis ensuite, on ouvre la discussion. Si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez dire. Je parle à la première personne, donc d'une façon égocentrique, par conviction philosophique. Mon point de vue est que la réalité est difficile à connaître. Et s'il y a une chose qui est à la portée de ma compréhension, c'est l'expérience que j'ai moi-même du monde. Et c'est un point de vue qui est ancien. Montaigne disait déjà au XVIe siècle, je m'étudie plus que tout autre sujet, telle est ma métaphysique, telle est ma physique. Ok. Et donc, le sujet ce soir, c'est l'engouement récent pour le chamanisme, et en particulier le chamanisme amazonien dans le monde occidental. Ça, c'est le sujet. Je vais vous le raconter de mon point de vue. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Serpent Cosmique, qui est paru en 1995, c'est-à-dire il y a 17 ans. Et c'est un livre que j'ai composé dans un petit village de la Croix-Vaudoise de 1993 à 1995. Et à ce moment-là, les gens autour de moi, ici en Suisse romande, mais aussi quand j'allais en France, donner des conférences ou même rencontrer des gens aux États-Unis ou en Angleterre, et je leur parlais des expériences que j'avais eues en Amazonie péruvienne avec des Indiens à Chanjuca au milieu des années 80, et je leur parlais d'ayahuasca. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Très peu de gens en avaient entendu parler. C'était qu'est-ce que c'est que ça? Et les hallucinogènes n'étaient plus à la mode. C'était un truc pour des vieux hippies. Et puis on était dans les années 80, c'était la cocaïne et tout le monde s'habillait en noir, et c'était une autre mode. Même les gens qui s'intéressaient aux substances et à la modification de conscience, personne, c'était ringard. Bon. Et puis l'ayahuasca chez les Achanuka, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et puis plus j'essayais d'en parler, plus les gens avaient tendance à me regarder comme si, voilà. Et c'est ce qui m'a motivé à dire, bon, si c'est comme ça, je vais écrire un livre. Vous allez voir. Et je me suis enfermé pendant 2 ans, et puis voilà. Et, bon, ça a fait du bien, thérapeutique. Mais en écrivant ce livre, jamais je me suis dit que l'ayahuasca allait devenir populaire. Jamais je me suis dit que les gens qui allaient lire le livre
allait ensuite désirer faire l'expérience. L'expérience que je décris déjà dans le premier chapitre de ce livre, c'est une expérience, ma foi, difficile. Je ne dis pas que c'est typique, parce que chaque expérience d'ayahuasca est différente d'une personne à l'autre. En tout cas, la mienne, je peux vous la soumettre brièvement pour simplement dire de quoi on est en train de parler. J'étais donc allé en Amazonie péruvienne en 1984 comme jeune anthropologue dans une université américaine, et j'étais là pour des raisons politiques. À cette époque, on disait les Indiens d'Amazonie ne savent pas utiliser leurs ressources rationnellement. Si on veut développer l'Amazonie, il faut donc affirmer les agronomes et autres experts en économie, développement de la Banque mondiale et autres institutions qu'il fallait confisquer la forêt à ses habitants indigènes et la confier à des individus ayant une mentalité de marché de façon à ce qu'ils déboisent la forêt et fassent de l'élevage de bétail. Ça, c'est du développement. Sauf que c'était contraire au respect des droits de l'homme, au droit de ces peuples d'exister en tant que tels. La législation internationale était encore incertaine à ce moment-là, à ce sujet-là. Et il y avait des présupposés, on va dire, gravement racistes à l'égard de ces peuples en pleine deuxième moitié du XXe siècle. En gros, on disait, ces Indiens sont de l'âge de la pierre, ce sont des obstacles au progrès qu'on n'arrête pas, donc poussez-vous, on arrive. Nous étions quand même un certain nombre de gens non indigènes, non amazoniens, qui, en tant qu'anthropologues notamment, nous sentions quand même solidaires au sort de ces êtres humains. Et donc c'était la raison pour laquelle je suis allé faire une recherche, parmi d'autres recherches que d'autres collègues ont aussi fait, pour essayer de simplement vivre avec ces gens et voir comment ils utilisaient leurs ressources. Puisqu'on disait qu'ils ne savaient pas les utiliser rationnellement, et c'était la justification donnée pour confisquer leur territoire, alors vivons avec eux et faisons le répertoire des utilisations qu'ils font de leurs ressources, de façon à essayer de contre-argumenter qu'ils les utilisaient rationnellement et méritaient donc le droit de posséder nos territoires. Si c'est pas clair, vous me dites. Donc, chez les Indiens à Chalanka, je leur ai expliqué mon affaire et j'ai commencé à vivre dans un village au cœur de la forêt à une dizaine de kilomètres d'où les bulldozers étaient en train de percer la route de pénétration. Ces gens m'ont pris sous leur aile et m'ont montré ce qu'ils savaient donc de la forêt. Il se trouve que c'est l'endroit qui a la plus grande biodiversité de la planète, plus d'espèces de oiseaux, reptiles, mammifères, amphibiens, que n'importe quelle autre région de taille similaire. C'est l'épicentre de la biodiversité mondiale. Mais quand ces Indiens à pieds nus allaient dans la forêt, ils avaient un nom pour presque chaque espèce de plante. Et ils attribuaient un usage à environ la moitié d'entre elles. Ils avaient donc une sorte de connaissance encyclopédique à propos des plantes de leur milieu. Et j'ai commencé à leur poser la question jésuitique qui est: comment est-ce que vous savez ce que vous savez à propos des plantes? Eh bien, l'origine de notre savoir à propos des plantes vient des plantes elles-mêmes, et nos ayahuasqueros, tabaqueros, chamans prennent de l'ayahuasca, qui est un mélange de plantes hallucinogènes, ou mangent leur concentré de tabac et dans leur vision parlent avec les entités ou esprits qui sont communs à l'ensemble des êtres vivants et qui sont des sources d'information. La nature parle avec les êtres humains dans les visions et dans les rêves. Voilà, frère Jérémie, comment on sait ce qu'on sait. Et si tu veux vraiment savoir, tu dois boire de l'ayahuasca. C'est la télévision de la forêt. Et ça va te montrer des images, tu peux apprendre des choses.
Donc, on n'est pas en train de se péter la tronche. On est en train, c'est comme si on était ici. Comment est-ce que vous savez ce que vous savez? Nous, on a un accélérateur linéaire. Viens, je te montre ça. Nous avons des microscopes électroniques. En voilà un. Sauf que si tu veux savoir, tu dois voir. Donc c'est pas un savoir-voir, c'est un voir-savoir. Non, excusez-moi. J'aurais pu rappeler dans une autre vie, mais c'est comme ça. Donc, oui, alors l'expérience, elle est comme ça. Finalement, un soir, j'ai donc bu et c'est difficile à expliquer, mais entre autres choses, j'ai pu voir d'une façon beaucoup plus lumineuse et intense et vraie que la réalité ordinaire des entités comme des immenses serpents fluorescents qui commençaient à m'expliquer à quel point j'étais une toute petite entité. J'ai pu sortir de mon corps, voler au-dessus de la planète, réintégrer mon corps et voir des centaines de milliers d'images comme les veines d'une feuille verte et les veines d'une main humaine pour dire c'est la même matière. Tiens, ça. Donc oui, tu peux voir des images et apprendre des choses. Moi, vite fait, bien fait, j'ai appris que j'étais une toute petite chose, que je faisais partie de la nature et c'était déjà pas si mal. Donc c'était une sorte d'antidote à l'anthropocentrisme de l'anthropologie. Et donc ça confirmait ce que ces Ashanika disaient, tu peux boire de l'ayahuasca avec un praticien pleinement formé et apprendre des choses. On dirait que je suis en train de faire l'apologie de l'ayahuasca, mais non, pas du tout. Je suis en train de donner le témoignage de mon expérience et je vais parler tout à l'heure des risques de cette expérience, de son contexte légal et je vous rassure tout de suite. Et d'ailleurs, un petit message préliminaire qui est, à mon avis, toute prise d'hallucinogène, même hallucinogène végétal, est une chose risquée, puisque vous ne pouvez pas savoir, avant d'en prendre pour la première fois, à quel point vous êtes borderline ou pas. Et puis, ce sont quand même des plantes comme l'ayahuasca, en particulier des plantes comme la datura, qui est une plante, à mon avis, extrêmement dangereuse et à éviter à tout prix. Ces plantes-là peuvent avoir un impact sérieux sur le psyché, sur l'équilibre d'une personne. Voilà, c'est la fin de l'annonce de la santé publique pour l'instant. Donc, oui, voilà une sorte d'expérience où, pour moi, le lendemain, après avoir été propulsé en dehors de mon corps, alors que j'étais un humaniste, matérialiste, rationaliste, séculaire, agnostique à ce moment-là, c'est le genre de truc où le lendemain, vous en venez à remettre en question déjà votre propre regard sur le monde. Et je crois que c'est d'ailleurs une des premières caractéristiques de l'ayahuasca. C'est une expérience qui vous aide à vous rendre compte de vos propres présupposés, et ce n'est pas nécessairement facile. Souvent, on n'a pas envie de se rendre compte de ses propres présupposés. Des fois, on se rend compte à quel point on peut être stupide. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est vrai que par exemple, l'antidote à l'anthropocentrisme de l'anthropologie, c'est pas seulement que ça sonne bien, mais c'est que anthropologue veut dire l'humain qui étudie l'humain. Et j'étais un humain qui étudiait les humains, mais ce soir-là, j'ai appris en quelques heures que je faisais partie d'un ensemble qui était bien plus grand que simplement les êtres humains, qui ont les plantes, les animaux, et ainsi de suite, et que je suis intimement lié à cet ensemble. C'était exactement ce qu'un jeune anthropologue avait besoin de savoir, à mon avis, même
si c'était difficile à comprendre, même sur le moment. Il a fallu pour moi des années pour que cette expérience réellement... en bref, j'ai refait 2-3 petites expériences avec des petites doses qui n'avaient rien à comparer à cette première expérience pendant que j'étais sur place. J'ai pris peur, j'ai tourné mon dos à tout ça. J'ai fini ma recherche sur les utilisations rationnelles que les Achaneka faisaient et je suis rentré dans mon université pour écrire ma thèse qui ne parlait pas du tout d'ayahuasca ni de ces questions et suis devenu un docteur en anthropologie. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour une ONG qui m'emploie à ce jour à essayer de trouver des fonds pour soutenir des initiatives indigènes en faveur de la démarcation des terres, de la mise en place de programmes d'éducation bilingue et interculturelle pour les jeunes indigènes amazoniens, pour que leur culture puisse être transmise, et aussi à soutenir des projets concrets dans la pisciculture, plantation de cacao, et ainsi de suite. Du concret. Et pendant 7 ans, je tournais le dos à l'ayahuasca et à ce mystère. Et c'est seulement à force de donner des conférences sur l'écologie amazonienne et l'importance de démarquer les territoires et justement le côté plutôt concret de la chose que je me rendais compte en 92, 93 qu'il y avait toute une partie de la réalité que je taisais, qui était la partie chamanique en fait, qui paraissait difficile à prononcer. Et c'est ce qui m'a motivé à écrire ce livre. Et donc, dans ce livre, Le Serpent Cosmique, j'ai raconté l'histoire de l'ayahuasca comme je viens de vous la raconter. C'est-à-dire une expérience difficile, terrifiante, on vomit, on voit des serpents, on a une remise en question. C'est pas le genre de truc où on se dit les Occidentaux vont se précipiter dans la forêt pour faire l'expérience, d'autant plus que les Occidentaux ont la réputation d'aimer des pilules inodores et incolores, des médicaments qui font pas mal. On n'est pas dans la purge et dans l'épreuve et ce genre de choses. Vous me contredisez si vous pensez. Donc, je ne pensais pas. J'ai publié le livre, je pensais que j'ai pensé toutes sortes de choses qui j'ai mal pensé. Je pensais que ça allait provoquer un débat, il n'y a pas vraiment de débat, je pensais. Et ça a été perçu comme un livre sur l'ayahuasca, et les gens qui lisaient ce livre disaient « Ah ouais, alors beaucoup de monde a lu ce livre et disait ensuite bah, où c'est que je peux en avoir ?» Et à mon étonnement, de nombreuses personnes ont été incitées, après avoir lu ce livre, à partir en Amazonie et à aller faire l'expérience. Et en disant ces mots au microphone, je ne cherche pas à me disculper. Donc je ne suis pas en train de dire « Ah, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès du tout, et puis en fait, ensuite, il y a plein de gens qui sont partis, mais c'est pas ma responsabilité. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, et je veux bien reconnaître ma part de responsabilité. C'est clair que des fois, on peut inciter sans le faire exprès, ça, je pense que c'est vrai. Mais en même temps, donc, je vous raconte de mon point de vue est évidemment limité. On peut prendre un peu de recul et puis regarder ce qui s'est passé avec l'ayahuasca depuis 1995. Je pense qu'une des choses, c'est que en publiant mon livre en 1995, j'ai eu la chance d'être juste dans le moment du zeitgeist, juste dans le moment où quelque chose était en train de se passer. Et je vais vous donner mon avis de ce qui était en train de se passer, et on pourra en parler par la suite. C'est quand même intéressant quand on prend un peu de recul et on regarde les choses historiquement au niveau de la relation du monde occidental, des cultures occidentales, de la Californie à Genève, avec les substances hallucinogènes et les plantes hallucinogènes. Bon, on peut déjà prendre encore plus de recul que ça, et je pense que c'est aussi important de le faire, de voir qu'il y a un contexte plus large dans lequel le
le monde occidental et ce qu'on appelle le chamanisme, il y a une relation historiquement troublée et qui, depuis 500 ans, reflète nos propres préoccupations. Et par là, je veux dire, bon, c'est vrai, on a fait une anthologie du chamanisme avec mon collègue Francis Huxley, qui s'appelle Chaman au fil du temps, 500 ans sur la piste du savoir. Et ce livre montre, en alignant une sélection du texte sur 500 ans, que les Européens sont quand même ceux qui ont quitté leur continent il y a 500 ans et qui se sont répandus à travers le monde pour aller à sa conquête. Et les Européens qui quittaient l'Europe au XVIe siècle pour se faire quitter l'Europe de l'Inquisition. C'était l'époque de la Renaissance, mais c'était aussi l'époque de l'Inquisition. L'Inquisition, on a brûlé le plus grand nombre de personnes en Europe en 1500 et 1700, pas entre 1300 et 1500. Et donc, c'était une époque extrêmement intolérante. En Suisse romande, on sait quelque chose. Alors, on ne sait pas si les Suisses étaient particulièrement intolérants ou simplement qu'ils tenaient des archives communales bien détaillées déjà au XVIe siècle. Mais on sait que donc 5000 personnes ont été brûlées en Suisse romande au cours de 200 ans. Beaucoup de femmes, beaucoup d'adolescentes. Et donc, ça donne une personne tous les 15 jours pendant 200 ans. Et puis, je pense qu'un raccourci pour dire quelle était l'ambiance par ici au XVIe siècle, c'était un peu les talibans, quoi. Bon, passons. Je ne vais pas prolonger le malaise dans la ville de Calvin. Non, je suis un voyou, je sais. Donc, ils sont allés aux quatre coins du monde, ces Européens au XVIe siècle, et ils sont tombés, que ce soit au Brésil, au Québec, ou en Sibérie, sur des praticiens qui avaient différentes techniques pour entrer dans ce que nous appelons maintenant des états de transe, et où ils disaient qu'ils communiquaient avec les esprits de la nature et qui leur permettaient d'avoir de l'information pour guérir les gens ou leur faire du tort. Et ils avaient des noms, différents noms dans différentes cultures, Piaillé chez les Tupinamba, Arinduanens chez les Iroquois, Angakut chez les Esquimaux, et ainsi de suite. Et les observateurs européens, qui étaient surtout des hommes religieux à ce moment-là, qui accompagnaient les soldats, donc il y avait glaive et plumes, et les plumes disaient « ces gens-là sont des ministres du diable ». Et voilà, ce sont des prestidigitateurs, des sorciers, des jongleurs et des ministres du diable. Il n'y avait pas d'autres mots. On a finalement importé un mot sibérien. Le mot chaman vient de la langue toulouse de la Sibérie orientale et a été importé dans les langues européennes via le russe et ensuite l'allemand et de là au français et en anglais. Bon, pour faire vite, pendant les 200 premières années de production de textes par des Européens sur ces praticiens dans d'autres cultures, on les a vus de cette façon-là. Puis, au début du XVIIIe siècle, on a la naissance des Lumières et du rationalisme, et donc des premiers scientifiques. Et les premières descriptions des agissements de ces praticiens, appelés désormais chamans, la première définition a été fournie par Diderot et ses collègues dans l'encyclopédie en 1765. C'était la pierre angulaire de tout le projet rationaliste qui était d'expliquer l'ensemble du monde par la mesure et la définition. Ratio vient de je calcule. Donc le rationalisme est le pari que le monde dans son ensemble est compréhensible par la mesure. Et la pierre angulaire était donc de faire une encyclopédie où
tout était défini. Et donc le mot chaman paraît dans l'encyclopédie de Diderot, et la définition est: ce sont des imposteurs qui prétendent communiquer avec le diable et qui trompent un peuple superstitieux et imbécile. Mais à ce moment-là, c'était déjà un progrès, parce qu'on ne brûle pas les imposteurs. Et Diderot et ses collègues faisaient preuve d'ouverture d'esprit. Non, ce ne sont pas. D'ailleurs, ils étaient athées, Diderot et les collègues. Donc, ni Dieu ni diable, ces chamans sont juste des pauvres diables. On note une sorte de jeu, de miroir déjà à l'œuvre, et donc les 200 prochaines années, de 1700 à 1900, les textes écrits par les observateurs rationalistes vont surtout dans ce sens-là, pour montrer à quel point ce sont des imposteurs qui embobinent les gens. Des truqueurs, des tricheurs, des menteurs, des fourbes. On ne peut pas leur faire confiance. Les hommes de religion voyaient des ministres du diable. Les premiers scientifiques affirmant que eux seuls avaient le vrai savoir, le savoir scientifique, voyaient des imposteurs munis de faux savoir. Ce que pendant 400 ans les observateurs européens ont vu, c'est leur contraire dans le miroir. C'était des projections. Ils voyaient, en fait, ce qu'ils voyaient, c'était surtout ce qu'ils projetaient. Si c'est pas clair, vous me dites. Ou bien si vous avez un autre avis. Ensuite, l'anthropologie est née à la fin du XIXe siècle. C'était une naissance difficile parce que voici la première science raciste. Et puis oui, on est un petit peu mal à l'aise pour expliquer ça, mais disons que ça se passe comme ça. Les Européens, au cours du XIXe siècle, se disaient, bon, ben, comment on peut expliquer comment on a réussi à dominer toute la planète? Darwin vient de montrer qu'il y a eu évolution. Peut-être la raison pour laquelle nous sommes si supérieurs à tous ces autres peuples, c'est que nous sommes plus évolués qu'eux. Et donc, si nous voulons savoir d'où c'est que nous venons, nous pouvons aller chez ces gens qui vivent encore à l'époque de la préhistoire et qui sont en quelque sorte à l'enfance de l'humanité, ces primitifs du latin primitivus nés en premier. Faisons une science pour étudier les primitifs, pour mieux comprendre qui nous sommes. Faisons une science pour étudier ces sociétés inférieures. Bonne idée. Et puis, bon, ça c'était la première génération d'anthropologues, donc ils mesuraient les crânes, et puis bon, c'était moche, quoi. Bon, disons, c'est facile maintenant, c'est toujours rétrospectivement quand on en sait plus, Dieu sait ce qu'ils diront de nous dans 200 ans. Alors, donc, oui, Franz Boas. Vraiment, le début de l'anthropologie moderne, Franz Boas passe une année avec les Esquimaux en 1888. Et il y a une révélation, les Esquimaux sont des gens comme nous, ils aiment leurs enfants comme nous. Et en 1888, c'était révolutionnaire. C'était l'avant-garde complet. Ensuite, Franz Boas a formé toute une génération d'anthropologues et en 1900 a écrit, en parlant notamment de l'observation de chamans esquimaux, l'étudiant en anthropologie doit faire deux choses en même temps. Observer l'autre dans son intégrité, tout en prenant en considération ses propres présupposés culturels. Et s'il ne fait pas ce double effort simultané, il risque de projeter ses présupposés sur son sujet d'étude. Et puis à partir de là, au cours du XXe siècle, on a commencé à avoir des descriptions un peu plus détaillées, un peu plus neutres sur les chamans et un peu moins remplies des projections et des présupposés de leurs observateurs. Et donc, on a pu voir qu'effectivement, un peu partout autour du monde, il existe des praticiens qui ont différentes techniques, et pas seulement l'absorption de plantes hallucinogènes, pour entrer dans des états de transe
Et ensuite, dans ces états de transe, ils affirment percevoir et communiquer avec des entités qui sont communes à l'ensemble des êtres vivants et qui font que, de leur point de vue, on est tous la même famille. C'est la base de ce qu'on appelle l'animisme, ce complexe chamanique animiste. On voit quand même la longue danse qui a été nécessaire entre le regard occidental, qui a aussi évolué au cours de ces 500 ans, et ce chamanisme qui... il n'y a pas un seul chamanisme, il y a toutes sortes de chamanisme. Ce chamanisme, c'est une sorte de concept que les anthropologues ont pris une étiquette, un mot sibérien, on l'a appliqué à des tas de différents praticiens dans des tas d'endroits différents, des environnements sur 4 continents, de l'Arctique à l'Amazonie, à l'Australie, tout ça, on a dit c'est des chamans, et ce qu'ils font, c'est du chamanisme. Bon, ok, on pourrait aussi dire le savoir des peuples indigènes du monde, les différents savoirs, mais bon, allons-y déjà avec l'étiquette et puis ce chamanisme. Alors la difficulté pour les cultures occidentales, judéo-chrétiennes et rationalistes d'entrer en matière avec le chamanisme est certainement historiquement documenté. Bien. Le chamanisme amazonien, donc je ne suis pas allé en Amazonie parce qu'il y avait de l'ayahuasca, j'y suis allé pour des raisons politiques que j'ai expliquées au début de cette affaire. Mais il se trouve par un hasard complet que l'endroit du monde que j'ai choisi pour aller faire mes études est le Centre mondial des hallucinogènes. Ça, je pense que c'est quand même vrai. Mais quand donc j'avais déjà choisi d'aller en Amazonie et que je disais que les indigènes ils avaient des trucs qui avaient l'air assez intéressants, ça m'a quand même intrigué. Donc je ne le cacherai pas. Mais je pensais que ce serait plutôt pour les week-ends et que ça ne ferait pas trop partie parce que c'était tellement évident en début des années 80 que si on voulait avancer sa jeune carrière d'anthropologue, il ne s'agissait pas de trop se pencher sur l'utilisation indigène d'hallucinogènes, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, les hallucinogènes eux-mêmes étaient devenus illégaux à partir du début des années 70 et très mal vus. Alors que, et donc maintenant, je remonte juste un petit peu à l'histoire de la relation difficile du monde occidental avec les substances et les plantes hallucinogènes. La Suisse est quand même à l'honneur. La découverte d'Albert Hoffman du LSD en 1943 a mis les hallucinogènes sur la table de la science, et la science, les scientifiques ont été fascinés par cette substance pour toutes sortes de raisons. Et il y a eu plus de 1000 études scientifiques sur le LSD au cours des années 40, 50 et 60. Mais bon, on va pas ce soir trop prolonger avec le LSD, on pourrait faire une conférence à part entière. D'ailleurs, il y a eu un documentaire récemment de Substance sur toute cette affaire, et voilà. Dans les années 60, donc, il y a eu une première vague d'intérêt pour ces psychédéliques ou les hallucinogènes. Et c'était surtout donc du LSD. Des millions d'Occidentaux ont fait l'expérience, et non des moindres, les Beatles et Jimi Hendrix et des acteurs, Cary Grant, et ensuite même les inventeurs de tout ce qui est ordinateur personnel, Steve Jobs, Bill Gates, tous ces gens-là étaient quand même des hippies de la côte ouest, soyons clairs. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes dans leur interview. Dans les années 60, il y a eu de l'intérêt pour des hallucinogènes naturels des peuples indigènes, notamment les cactus, peyote, et les champignons psilocybes au Mexique. Et il y a eu une première vague d'occidentaux enthousiastes qui sont allés à la recherche de ces hallucinogènes. Personne n'allait en Amazonie à la recherche de la liane qui fait vomir et voir des serpents fluorescents. Pourtant, l'information existait. Il y a un excellent petit livre écrit par William Burroughs et Allen Ginsberg qui s'appelle les lettres Yahé, et Ginsberg donne plusieurs descriptions classiques
la grande expérience ayahuasca terrifiante, en train de vomir des serpents, en train de vomir le cosmos tout auréolé de serpents fluorescents, terrifiés, aux portes de la mort, et ainsi de suite. Donc des descriptions exactes, on va dire, honnêtes, claires, publiées en 1963, et qui à ce moment-là faisaient envie à personne. D'accord, donc en fait, il y avait des Occidentaux intéressés par les hallucinogènes, intéressés par les hallucinogènes naturels des peuples indigènes, mais pas par l'ayahuasca. D'accord. Ensuite, ces substances et ces plantes sont interdites. On passe à travers les années 80, qui sont un peu des années sombres par rapport à ces choses-là. Et sombre, donc c'était sombre. C'était sombre. C'était sombre. Ouais, donc on est et bon, les années 90, même au début des années 90, on était encore dans un truc, et tout d'un coup, au milieu des années 90, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas seulement que j'ai publié Le Serpent Cosmique à Georg Édition à Genève, et d'ailleurs il y a eu d'autres livres avant qui ont eu un impact, je crois, plus considérable, comme Ayahuasca Visions de Pablo Amaringo, l'ayahuasca peintre péruvien, et Luis Luna, qui est un anthropologue. Et celui-là a vraiment frappé beaucoup de monde, parce que ce peintre faisait des sortes d'arrêts sur l'image de ces visions d'ayahuasca. Il n'y avait même pas besoin d'en voir pour pouvoir voir. Et les gens qui en avaient bu voyaient les images, ils disaient « Ah ouais, ça me rappelle ce que j'ai vu », et les gens qui n'en avaient pas vu disaient « Eh ben non, bleu, vous savez qu'on peut en avoir ». Enfin, pas tous, mais voilà. Donc il y a des livres qui ont joué un rôle, mais l'approche anthropologique, c'est quand même de parler avec les gens, et puis donc d'essayer de comprendre les choses en parlant avec les gens. Donc, qui sont ces Occidentaux qui se sont précipités vers l'ayahuasca par dizaines de milliers, et qui, alors qu'il n'y avait personne qui avait même entendu parler, ou qui était attiré par le truc, tout d'un coup, à partir de la deuxième moitié des années 90, boum, ils commencent à arriver par milliers en Amazonie occidentale à la recherche de l'ayahuasca. Et ensuite, en revenant, ils en apportent et ils en parlent. Alors, c'est pas si massif que ça. J'ai lu dans un article publié par un scientifique l'autre jour, je ne sais pas si c'est vrai, il estime, et je ne sais pas comment ce qu'il estime, mais en tout cas, il estime qu'il y aurait entre 60 et 100 000 consommateurs réguliers d'ayahuasca dans le monde. Moi, je trouve ça à la fois petit et grand. Mais à mon avis, ça pourrait être plus, et même si c'était 10 fois plus, même si c'était 1 million de personnes, ça reste quand même relativement petit. Mais par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est quand même un engouement certain, et je pense que ça intéresse aussi certaines sortes de personnes, et donc ça réverbère peut-être plus fort dans certains milieux que d'autres. Donc, qui sont ces gens? Une anthropologue qui s'appelle Evgenia Fotiu a fait une thèse publiée en 2010 sur les touristes de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne, où elle a juste passé du temps avec différentes personnes, elle a réalisé des enquêtes, essayer de voir qui étaient ces gens. Alors en quelques mots, ce qui ressort du profil du touriste de l'ayahuasca qu'elle a rencontré, ils sont très majoritairement blancs, européens, américains du Nord, les 2 tiers sont des hommes. L'explication que l'anthropologue femme donne, c'est que l'expérience d'aller dans la forêt quand même et d'affronter les moustiques et tout truc, ainsi que l'épreuve qu'est l'ayahuasca, c'est un truc où les hommes semblent avoir plus de facilité à s'engager là-dedans que les femmes, c'est l'explication qu'elle donne. En tout cas, c'est avéré dans les chiffres. La grande majorité de ces gens sont religieux, sont des gens avec un background professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont une formation et un travail. C'est des gens qui sont en quête de transformation personnelle, de guérison,
c'est des gens qui ne sont pas forcément satisfaits avec la médecine allopathique et qui cherchent à reconnecter avec la nature et reconnecter avec leur propre corps. Ça, c'est le profil d'accord. D'après Fortiou, elle, son analyse, c'est que le phénomène est à comprendre sous le terme de pèlerinage. Elle dit la définition d'un pèlerinage, c'est lorsqu'une personne quitte sa culture pour aller au loin dans une autre culture à la recherche de connaissance de soi et de guérison. Donc, elle met ces touristes de l'ayahuasca dans la catégorie de pèlerins. Bien. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai creusé le thème du pèlerinage pour découvrir au fil de mes lectures que le pèlerinage lui-même était redevenu populaire au début des années 90 et que notamment le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle a connu un engouement à partir du début des années 90 tel qu'il n'avait pas connu depuis le Moyen-Âge. Donc, tout d'un coup, début des années 90, alors les Européens commencent, alors pas tous, mais de plus en plus, ici et là, par dizaines de milliers quand même, à être prêts à marcher des centaines de kilomètres, à souffrir, carrément aller en Amazonie, prendre la purge. Finalement, prêts pour la purge, ces Européens. Ouais, intéressant. Alors, un autre indice. Il y a un livre monumental sur l'ayahuasca et sur l'expérience de l'ayahuasca. Qu'est-ce que l'on peut sentir lorsque l'on prend de l'ayahuasca? Un psychologue cognitif qui s'appelle Benny Shannon a écrit un livre qui s'appelle Les antipodes de la conscience, vers une cartographie de la phénoménologie de l'expérience de l'ayahuasca, presse universitaire d'Oxford 2002, en anglais, malheureusement pas encore traduit en français. Et alors, il a passé 10 ans à interroger des utilisateurs chevronnés de toutes sortes de milieux, donc que ce soit dans la forêt ou dans la ville, des dentistes, des récolteurs de caoutchouc, des indigènes, des chamans péruviens, sa propre expérience. Et il a catégorisé et classifié les expériences que les gens avaient. Et là encore, on est dans une sorte d'approche à la première personne où ce qu'on peut déjà en dire, c'est l'expérience qu'on en a fait soi-même. Pour Benny Shannon, c'est juste évident que l'expérience subjective à la première personne du psychologue cognitif font partie des données. Alors, ce livre est extrêmement bien écrit, très agréable à lire, fascinant pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Et une des nombreuses choses qu'il souligne, parce que finalement, à force de parler avec des centaines de personnes et écouter leur expérience et ensuite faire des mises en rapport, une chose qui ressort pour de nombreux utilisateurs, c'est que ce qu'ils rapportent de leur expérience de l'ayahuasca, c'est qu'elle réenchante leur monde. D'accord ? Moi, je mets ça en rapport avec ce que le sociologue Max Weber disait à propos de la modernité. Il disait, le monde moderne qui est donc si riche en objets et cette profusion d'objets qu'on cherche à produire et à posséder, et qui satisfait de plus en plus les besoins matériels des gens, une des sortes de sous-produits de la modernité, c'est le désenchantement. Le désenchantement est une des caractéristiques de la modernité. Alors, en mettant ensemble Max Weber et Benny Shannon, je me dis, et donc, pourquoi au début des années 90, la dissatisfaction avec le modernisme et le matérialisme a commencé à devenir telle que par dizaines de milliers, ils étaient d'accord d'aller se purger.
leur désenchantement avec leur monde avait atteint un tel degré qu'ils étaient prêts à faire des choses extrêmes, à aller se purger et ensuite à essayer de réenchanter leur monde. Et donc tout se passe comme si ces gens qui se précipitaient en petite masse vers l'ayahuasca étaient à la recherche d'un antidote, non pas de l'anthropocentrisme, de l'anthropologie, mais de la modernité elle-même. Donc ça c'est une idée que je soumets à la discussion démocratique plus tard ce soir. Je ne dis pas que c'est juste, mais je dis que c'est une idée qui est intéressante à entretenir, et puis je reçois volontiers le seul critique. Alors ça serait un point de vue. Un autre point de vue nous est parvenu du gouvernement français. Et il y a une entité qui s'appelle la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui s'appelle Mivilude. Et si vous tapez Mivilude, rapport 2009, vous aurez le document que j'ai entre les mains, et dont je vais vous faire juste des petites lectures. Ce ne sera pas trop dur. Alors, ce rapport dénonce un phénomène des plus préoccupants qui est le néo-chamanisme qui déferle sur l'Hexagone. Et puis, alors, le déferlement de néo-chamanisme. Alors, je ne résiste pas à une phrase quand même. Le développement de la mouvance New Age dans les années 60 à partir des États-Unis, avec des précurseurs en matière de chamanisme à l'occidental, comme les premières expériences d'Aldous Huxley, suivies par Timothy Leary, Stanislav Grof, puis Carlos Castaneda et Jérémy Narby. Ne sont pas étrangers au regain d'intérêt pour ces pratiques. Face à cette nébuleuse, il est du devoir des services de l'État d'entretenir une vigilance et d'informer le public qui ne dispose ni de la compétence, ni du recul ou de la clairvoyance nécessaire pour distinguer un charlatan d'un chaman scrupuleux. As-tu bien compris? Vous manquez de compétences, de recul et de clairvoyance. Mais heureusement que les fonctionnaires de l'État sont là. Et donc, quel est le problème? Oui, c'est clair que d'un côté ça fait rire, mais c'est pas fini. Donc, c'est quelle niche les appliquer? Bon, d'abord, disons quand même, oui, la Datura, vous vous rappelez, les cigarettes de Datura, et c'était des cigarettes asthmatiques. Et puis ensuite on a découvert, les jeunes, qu'on pouvait mettre ça, cuire ça dans l'eau, c'était donc une infusion de la Datura extrêmement puissante, tellement puissante que les gens avaient cinglé, d'autres sont morts, et puis ces cigarettes ont été interdites, et c'est juste clair qu'il y avait des plantes qui étaient extrêmement dangereuses. Et il faut quand même protéger les citoyens, n'est-ce pas, de ce genre de choses. Moi je suis quand même d'accord, je trouve que en même temps, c'est quand même drôle, quand vous regardez dans nos campagnes, en tout cas en Suisse, à l'automne, tous les paysans mettent des daturas dans des pots, et c'est des plantes de décoration, mais en fait, c'est juste des plantes archi-toxiques et dangereuses. Et si un bébé ronge une de ces feuilles, c'est grave. Mais je ne voudrais pas tirer les sonnettes d'alarme, n'est-ce pas? Bon, au-delà de ça, ce qui préoccupe la Mivilude, c'est donc les mouvements sectaires, c'est l'emprise sur les gens. Faites-moi confiance. Voilà quoi. On peut parler d'une façon intéressante, tout en... il ne s'agit pas de... quand même.
Donc, oui, l'emprise sur les gens par des gourous et des sectes. Et donc, l'ayahuasca est une substance sectoïde. Puisque, où c'est vrai, c'est que si vous êtes mal intentionné, vous pouvez utiliser des hallucinogènes et puis mettre les gens qui sont un petit peu autour de vous et en dessous de vous, sous le charme de votre charisme. Charlie Manson en est la preuve vivante. Bon, c'était avec du LSD et pas de l'ayahuasca, mais voilà. Et je pense effectivement qu'un gourou craignos qui voudrait utiliser le ayahuasca pourrait, oui, que ça, je pense qu'il y a une façon où ça pourrait être utilisé comme ça. Et ce dont on est en train d'essayer de protéger les citoyens, c'est des choses qui modifient la conscience. Tout ce qui modifie la conscience, sauf l'alcool, en tout cas dans ce sens-là, est mal vu. D'accord. Maintenant, on fait un petit détour par la Belgique et puis je vais revenir au problème que je vois dans l'utilisation par des Occidentaux d'ayahuasca. Mais je tiens à donner un petit témoignage que j'estime c'est non seulement que c'est quelque chose que j'ai vécu dernièrement et qui m'a un petit peu pesé, mais c'est aussi juste un témoignage de la situation actuellement en Europe à ce propos. Il y a 10 mois en arrière, j'étais invité à Liège par plusieurs organisations tiers-mondistes et pro-indigènes à participer à un ensemble d'événements étalés sur 9 mois en faveur des forêts tropicales et des peuples indigènes. C'était donc tout un cycle de conscientisation, de sensibilisation de la population qui avait le soutien du gouvernement wallon, de la ville de Liège, de la haute école, et puis voilà. Et puis moi, j'étais juste invité à donner une conférence et ils m'ont demandé de donner une conférence sur le sujet peuple indigène d'Amazonie et plantes médicinales. Donc, je ne suis pas un expert en plantes médicinales, mais c'est quand même un sujet que, d'ailleurs, quand j'étais chez les Achaminka, c'était un des sujets d'étude. Qu'est-ce que vous savez sur la forêt? Quelles plantes utilisez-vous? Ça, on l'utilise pour matériel de construction, comme teinture, ça, on l'utilise comme médecine, ça, c'est des nourritures. Médecine. Et donc, je testais les différents remèdes. C'est parce que je voyais que leurs remèdes pour la cicatrisation, pour le mal de dos, pour la diarrhée fonctionnaient, que j'ai commencé à poser la question jésuitique, comment est-ce que vous savez ce que vous savez? Parce que ça marchait. Donc ça fait bientôt 30 ans que j'ai un intérêt certain pour les plantes médicinales des peuples indigènes d'Amazonie et que j'en ai bénéficié. Et donc je suis allé à Liège et j'ai tenu une conférence un peu comme ce soir à la première personne où j'ai parlé du sujet, j'ai parlé de mes présupposés, pourquoi je parlais à la première personne. La moitié de la conférence était pour parler de la difficulté que le monde occidental a à entrer en matière sur l'approche amazonienne qui est faite par exemple de purge. Et oui, j'ai mentionné l'ayahuasca. Après ça, j'ai parlé d'autres plantes. D'abord, j'ai parlé de curare. J'ai parlé d'ayahuasca dans un premier temps pour montrer la sophistication de la recette, puisque c'est une combinaison nécessaire de deux plantes morphologiquement différentes. Et donc relativement difficile à trouver en combinant des plantes au hasard dans une recherche aléatoire. Et ensuite, j'ai mentionné brièvement mon expérience de la chose sans donner la description de l'événement, mais en disant que c'était une purge qui purgeait parfois par les deux bouts, qui était une expérience difficile, mais que personnellement, l'expérience que j'en avais était que c'était une bonne médecine. Voilà. À la fin de la conférence, quelqu'un m'a demandé est-ce que vous pourriez décrire votre expérience personnelle à l'ayahuasca? Oui, alors, si vous voulez, j'ai fait une description un peu comme celle que j'ai faite ce soir en disant que c'était aussi terrifiant et c'était quelque chose qu'il m'avait fallu des années pour intégrer. Et puis voilà. Et tout s'est très bien
passé, tout le monde avait l'air enchanté. Après, la moitié des gens sont restés, on a mangé ensemble. Je suis rentré en Suisse satisfait. Les organisateurs m'ont écrit pour me remercier, mais tout ça, c'était sans savoir qu'il y avait un inspecteur de la police fédérale belge, de la brigade des Saintes, qui était incognito dans la salle, et que quelques jours après la conférence, quelques jours avant la conférence, il était venu parler avec le directeur de la haute école pour faire annuler la manifestation. Le directeur lui a dit, mais si c'est aussi dangereux que vous le dites, non, il ne voulait pas faire interdire la manifestation. Il venait mettre en garde le directeur du danger. Si c'est aussi dangereux que ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas annuler? Non, parce que je préfère infiltrer le milieu et quel ait lieu, mais j'aimerais y assister sans être connu. Et donc, voilà, il y était. Et une fois qu'il avait entendu l'affaire qui a duré 12 heures, 1 heure de présentation, 1 heure de dialogue avec les citoyens belges, il a convoqué le directeur au poste pendant 3 heures, son adjoint au poste pendant 3 heures, 2 des organisatrices des différentes organisations. Et moi, 2 mois plus tard, j'ai commencé à entendre qu'il y avait des problèmes avec la police après conférence. Histoire belge, j'ai moins ri quand j'étais convoqué à une audition donc par la police fédérale belge pour incitation à la consommation de substances psychotropes. Incitation à la consommation d'incitation. Qu'est-ce que ça veut dire inciter les gens déjà? Alors bon, j'ai passé l'été à faire une sorte d'auto-analyse, est-ce que je les ai incités sans faire exprès? Heureusement, oh tiens, j'ai oublié de faire des cordes. Là, j'avais pas oublié de faire des cordes. Et donc, j'avais l'enregistrement et j'ai fait la transcription. Et là, on en est là, ils sont en train d'analyser la transcription, cette histoire est en attente. J'ai un avocat belge, ne vous en faites pas. Et puis, donc, on encourt jusqu'à 5 ans de prison. Et puis, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ça m'a un petit peu perturbé pendant 2-3 mois. Suis-je un méchant gourou, un charlatan? Suis-je un incitateur à la drogue? Non. Oui. Alors donc, j'ai un peu commencé à mener ma contre-enquête. J'ai même commencé à écrire un livre après 8 ans de silence. Et la première phrase est « Un soir glacial à Liège, virgule. » Et puis la fin, je ne savais pas qu'il y avait un policier inspecteur de la police fédérale belge caché dans la salle de Cognito. Du premier paragraphe. Et puis je ne sais même pas la fin de l'histoire parce que je suis encore en train de la vivre, mais voilà quoi. Et donc nous sommes dans une situation quand même, mais quand je dis nous, parce que finalement bon, c'est une petite histoire, et quand on voit les autres problèmes qu'il y a dans le monde, franchement, les petits ennuis d'un anthropologue canado-suisse en Belgique, voilà, et puis bon, si je tôle, envoyez-moi des cartes postales, et tout ira bien. Et quand je sortirai, je vendrai beaucoup d'exemplaires. Mais il faut essayer de voir les choses positivement. Mais à part ça, donc, mon ami, oui, John Mohawk, qui était un philosophe iroquois, a dit une
si ce n'est l'idée la plus bizarre que les Occidentaux ont trouvée, était qu'une plante puisse être illégale. Ça c'est vrai. Mais là, ce que je dirais à John s'il était encore là, c'est maintenant ça va plus loin parce que là c'est les mots à propos des plantes qui sont illégaux. Et puis donc à partir de là, j'ai commencé à regarder donc, l'incitation, la consommation en Belgique et le code pénal et le roi et le procureur du roi et tout le truc. Alors le code pénal belge c'est toute une affaire. Et puis en France, la même loi, sauf pire, en France on risque 7 ans. Donc là on est dans un cas où si je viens à Genève, eh bien, alors le Conseil fédéral suisse, un gars de l'UDC dans les années 90 a dit il y a un trou dans la législation suisse, il n'y a aucune punition pour l'incitation à la consommation, et puis donc on invite le Conseil fédéral de se pencher sur la question, ce qu'il a fait, et ensuite dans sa sagesse, à mon avis, il a dit non, la législation suisse couvre parfaitement tous les besoins, il n'y a aucun besoin de restreindre de façon supplémentaire les libertés d'expression, donc non. En Suisse, on n'entre pas en matière. Donc nous sommes dans un pays où je peux dire, oui, en ce qui me concerne, d'après mon expérience, l'ayahuasca est une bonne médecine. Yeah. Vive la Suisse libre. Ça c'est une citation d'un film de Claude Lelouch, c'est la montée. Quand ils avaient kidnappé le pape, un franc suisse par croyant. Alors, où c'est que j'en étais? Oui. Alors, bon, personnellement, j'aime assez l'aïkido, en tout cas au niveau philosophique, c'est-à-dire quand on vous vient contre, au lieu d'essayer de bloquer l'énergie et de se faire mal, on essaie d'en faire quelque chose qui aide la situation, en tout cas de son point de vue. Je vais essayer de comprendre le policier belge qui actuellement est en train de considérer. Donc je considère. Oui, alors c'est vrai que l'ayahuasca, à partir du moment que les gens qui ne viennent pas d'une culture où on a l'habitude d'en prendre, où on sait en prendre, où on n'a pas ce savoir boire là, effectivement, c'est non seulement risqué, comme je l'ai dit avant, mais ça peut être assez perturbateur. Et ça dépend évidemment de quel ayahuasca il s'agit, avec qui vous le faites, et même si ça dépend aussi de qui vous êtes. Par exemple, alors, le mot psychédélique est un mot inventé par des Occidentaux, donc Aldous Huxley, qui était un écrivain, philosophe anglais, et Humphrey Osmond, qui était un psychiatre britannique. Et dans leur conversation, ils cherchaient un mot, puisque hallucinogène avait des connotations négatives, et psychotomimétique, qui était le mot à disposition à ce moment-là, au début des années 50, voulait dire imitateur de psychose. Et donc ça, c'était aussi relativement négatif. Donc, comment appeler ces substances? Mescaline, LSD, psilocybine, et ainsi de suite. Alors, dans leur dialogue d'hommes érudits, ils sont retournés au grec, et c'est finalement Osmond qui a proposé psychédélique, donc de psyché, ou l'âme, et délos révélé. Donc, un révélateur d'âme, de psyché. Révélateur de psyché. D'accord. Et le point de vue de ces gens
gens-là, mais aussi de quelqu'un comme Stan Grof, c'est que ces substances et ces plantes fonctionnent de la façon suivante. Alors, c'est clair que ce n'est pas la lecture indigène des choses. Les indigènes en Amazonie, par exemple, ils ne parlent pas de psyché. Ils parlent d'esprit ou d'entité, et finalement, c'est pas tant que ça vous met en contact avec votre psyché profonde, c'est que ça vous met en contact avec les esprits dans le monde autour de nous et à l'intérieur de nous, mais ça c'est leur lecture. On va rester juste dans la culture occidentale, et donc le mot psychédélique, qui à mon avis a une bonne utilité pour essayer de comprendre ces questions. D'après quelqu'un comme Stan Grof, par exemple, ça se passe de la façon suivante. Dans la conscience ordinaire et normale d'une personne, la conscience fonctionnante qui traite l'information de ce qui se passe actuellement autour de nous garde comme sous couvert le matériel dans le psyché profond qui peut concerner des traumas d'enfance, des difficultés lors de la naissance, y compris des vies antérieures, dit Stan Grof. D'ailleurs, c'était très intéressant. Stan Grof était un psychiatre athée tchèque, travaillant en Tchéquie dans les années 50 et 60, donc dans un monde d'athées matérialistes, et en travaillant avec le LSD, avec des volontaires pragois, il y avait régulièrement des volontaires qui revivaient des choses qui étaient documentées d'avoir eu lieu plusieurs siècles auparavant et dont ils n'avaient aucune connaissance. Donc c'est Grof, l'athée matérialiste, qui a carrément postulé au nom d'une sorte d'ouverture d'esprit scientifique qu'il était possible que ces substances, et donc c'est ce qu'il postulait déjà dans les années 50 et 60. Dans le psyché profond d'un être humain, il y a toutes sortes de choses, y compris par exemple la matière mythologique, et c'est là qu'on atteindrait une sorte d'universalité humaine au niveau des mythes et des cosmologies, et donc on est plutôt dans ce qui ressemble à quelque chose de jungien à partir de là. Et donc quand vous prenez ces substances qui enlèvent les défenses de l'ego et qui enlèvent le couvercle du psyché profond, ce matériel surgit. Et en fonction de qui vous êtes, ça peut être plus ou moins difficile à traiter. Donc ça ne dépend pas seulement de la substance que vous prenez et des circonstances dans lesquelles vous le prenez, ça dépend aussi de qui vous êtes, ça c'est clair. C'est évident que il y a un savoir-faire, ce n'est pas... Alors évidemment, n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais prendre une forte dose d'ayahuasca sans être bien accompagné, en étant dans un milieu non sécurisé, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de prendre de l'ayahuasca et conduire une voiture. Il y a juste des trucs que, par exemple, quand vous commencez à freiner pour des serpents fluorescents, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a des choses là, il faut pouvoir en parler. Je remercie d'ailleurs les cafés déclics de donner un cadre. Ce qui est intéressant avec mon inspecteur belge, c'est que donc j'ai déjà parlé avec tous les gens avec qui il a déjà parlé pour savoir à peu près selon eux ce qu'il dit. Oui, son point de vue, c'est que en parler tout court, c'est une incitation. Et même quand on tient des discours, on dit faites attention, c'est déjà une sorte d'incitation par ordre. Donc, en gros, le point de vue semble être moins on en parle, mieux on se porte. Alors, c'est un point de vue qui se défend, clairement, qui le défend. Moi, je ne peux pas le croire. Mon point de vue est que entre adultes, on peut en parler. Ce n'est pas de ne pas en parler qui constitue la solution. Au contraire, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir partager les points de vue, informer et ainsi de suite. Donc c'est aussi dans ce sens-là que je tiens ces discours. On pourrait faire, d'ailleurs, une de nos idées au début, avant de comprendre qu'ils étaient vraiment sérieux, ces policiers belges, c'était de leur dire, mais
j'ai déjà donné plein de conférences sur les dangers de l'ayahuasca, sur les abus possibles et sur le côté obscur du chamanisme. Je n'ai juste pas fait ce soir-là à Liège parce que ce n'était pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était les plantes médicinales et l'époque indigène. Donc, oui, peut-être qu'il aurait fallu augmenter encore plus les mises en garde, mais alors pourquoi est-ce que vous ne m'avez rien dit parce que je l'aurais volontiers fait. Donc, on pourrait faire une longue conférence sur les dangers. Alors, la Mivilude est inquiète à propos des pseudo-chamans. Ben, ils ont raison. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui disent oui, j'ai fait 2 ou 3 trucs, et puis maintenant je sais tout, et puis hop là, boum. Et puis, bon, à partir du moment qu'on commence à administrer de l'ayahuasca, ben, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend avec des mois, voire des années d'entraînement, et c'est un long chemin difficile, et le chaman a intérêt à être bien entouré, et surveillé par ses amis, par sa communauté. C'est un chemin difficile. Il suffit de lire la littérature sur le chamanisme pour s'en convaincre. Donc, les Occidentaux qui s'improvisent chamans et qui se mettent à jouer au chaman, ça peut être problématique. Ce qui est encore plus problématique, c'est que, par exemple, alors, les gringos commencent à affluer par dizaines de milliers en Amazonie péruvienne à la recherche d'ayahuasca. Alors, il y a toutes sortes de gars qui étaient chauffeurs de taxi la semaine passée et puis qui disent « Ah ben ouais, j'apprends 2 ou 3 chansons d'ayahuasca, et je prends un petit peu de datura que j'ai dans le machin, comme ça ils vont en avoir pour leur argent, et puis ils ont dit oui, moi je peux faire ça, $50 par tête, et puis départ. Et puis donc, oui, on peut se retrouver en train de boire ce qui est comme de l'ayahuasca frelaté aux mains d'un pseudo-chaman, et ça peut être complètement mauvais pour la santé, c'est clair. Alors ce soir, j'ai aussi parlé beaucoup de plantes par rapport à ces questions, mais avant de continuer la conversation avec vous, parce que là, donc, je pense que j'ai quand même mis un certain nombre de choses sur la table, mais je pensais finir avec de la musique. Parce que c'est clair que du point de vue indigène sur ce qui est le chamanisme, sur comment est-ce qu'on travaille avec ces plantes, ils n'ont pas l'idée d'entrer dans ce monde-là sans musique. Ils disent même que les entités qui sont communes à l'ensemble des êtres vivants vibrent et émettent une mélodie. Et le travail central du chaman, c'est d'entrer dans ce monde-là et d'apprendre à connaître les mélodies de ces essences, de ces entités. Alors ils disent que l'essence des essences de la vie, c'est une mélodie. Et à partir du moment que, par exemple, on connaît la mélodie du tabac, alors on peut convoquer l'essence du tabac, et avoir des conversations avec le tabac, et tout l'interface possible entre un être humain et les entités invisibles qui nous entourent et qui nous constituent se passe à travers la musique. Nous ne pouvons pas émettre des visions hallucinatoires, mais nous pouvons émettre des mélodies. Et ces entités-là, si on est dans un état de conscience où on peut les percevoir, émettent également une mélodie. Et donc la mélodie, c'est par où passe la communication avec l'ensemble des autres êtres autour de nous. Alors j'invite mon ami Pancho, qui est ethnomusicologue chilien et un ami de Laurent Aubert, des ateliers de la musicologie ici à Genève et l'ethnomusicologie, à venir nous montrer un petit peu cette musique.
Voyons, voyons.